manette, et chaque manette représentant la couleur d'une équipe. Suite à ça, on a fait un projet, enfin, on a fait dans la foulée un autre projet, constatant en fait les comportements qu'avaient les joueurs. Donc sur la deuxième version de Dead Pixel, on s'est dit que ça serait intéressant en fait de faire des screenshots des fins de partie de ce projet-là. Là où sinon c'était perdu en fait directement. Un peu comme GPU, ouais. La même démarche que GPU. Ouais. Bah, GPU a été fait bien après, donc du coup on a copié notre propre travail. On s'est auto-plagié. Et du coup, en analysant, mais du coup, nous à la main, on n'a pas, là pour le coup, effectivement, on n'a pas trop utilisé d'algo, ce genre de choses, pas sûr d'être capable de faire ça. On a vraiment juste, on s'est amusé à regarder un petit peu les screenshots de fin de partie en fait, des gens, où on voyait vraiment du coup des stratégies qui étaient mises en place en fait, quand on avait changé notamment la durée de la partie. On pouvait voir effectivement que les gens restaient dans davantage de construction, ils étaient quand même plus pacifistes. Là où fatalement, en poussant le chrono à 1 minute 30, un truc comme ça, les gens en fait remplissaient assez vite les formes et on venait à la dernière mécanique qui a donné le nom du jeu en fait, qui si on recouvre en fait une couleur existante par notre propre couleur, on détruit les pixels pour tout le monde. Donc ça devient des pixels morts et ils n'appartiennent à aucun camp. Donc au bout d'un moment, quand toute la surface quasiment est remplie par des couleurs des joueurs, tout ce qui reste à faire pour essayer d'avoir quand même la première place, bah, c'est de diminuer les territoires pris par les adversaires. Et là en fait, ça on en vient à une des dernières expos qu'on a fait dans une médiathèque, donc c'était essentiellement des enfants qui sont venus, où là en fait c'était la guerre de la première à la dernière seconde. On avait vraiment des comportements là directement très d'une partie sur l'autre en fait, genre on joue bien au début et puis après des comportements plus destructeurs, donc des écrans qui finissent tout noirs en fait à la fin. Et on a eu l'idée du coup d'avoir une sorte de projection en continu de toutes ces fins de partie qui accompagnent en fait du coup le Dead Pixel. Donc on va jouer à Dead Pixel et on a exposé plutôt d'une façon comme si c'était projeté dans un cadre ou sur un autre chevalet les créations malgré eux parfois en fait des joueurs. Et comme c'est pas présenté en amont, souvent en fait on a un circuit où les gens en fait se rendent compte que derrière, parce que des fois on le met dans une autre pièce ou un peu plus loin, ils percutent que c'est leur propre truc, donc ils reviennent en fait faire une partie, puis ils attendent après devant l'Atlas de voir si leur résultat de partie en fait finit par être affiché. Mais voilà, donc c'était une première expérimentation basée sur vraiment un jeu qui à la base était presque une commande en fait, mais si on avait beaucoup de liberté, on a fait le jeu qui nous plaisait, mais il n'y avait pas forcément une vraie démarche artistique, je dirais, derrière. Euh, à se dire en fait, mais c'est intéressant de voir en fait ce qui peut émaner de ça et de le présenter en fait, voir l'influence que ça peut avoir, comment les joueurs finalement se réapproprient le jeu ou en viennent à dessiner parfois beaucoup plus que finalement à jouer purement au jeu en mode je veux gagner, etc., en détruisant l'adversaire ou en prenant mes territoires, etc. Donc comment en fait finalement rien que ce setup là permet en fait aussi de changer leur comportement et de voir comment ils peuvent se réapproprier le jeu. Je vais essayer d'embrayer. Là, c'était une des premières expérimentations qu'on avait fait effectivement avec du matériel. Je parle du matériel arcade, ça parle peut-être pas à tout le monde, mais c'est vraiment se dire ce qu'on avait sur les bornes d'arcade à l'ancienne, avec des joysticks, à l'ancienne, toujours d'actualité, mais des joysticks bien robustes, des boutons bien robustes aussi. Et c'est assez simple en fait finalement à prendre en main. On s'en rend pas forcément compte, mais c'est des choses qu'on peut brancher sur un ordinateur assez facilement. Et donc du coup, de ces quelques connaissances techniques qu'on avait, de notre attitude à développer des choses en matière de jeux vidéo, on est venu à faire effectivement d'autres projets. Alors après, j'ai pas la chronologie en tête, je sais même pas si sur le site de Tatiana les choses sont dans l'ordre, mais on a exploré effectivement tantôt des projets vraiment plus comme Dead Pixel en fait, plus jeu, ou des projets effectivement plus axés sur une expérience esthétique ou des explorations plus techniques, on va dire. Après, le point de départ, moi je parle parce que là, physiquement c'est moi qui suis là, mais effectivement je suis pas l'artiste du duo. C'est vrai que la plupart du temps, l'idée c'est voilà, quelque chose qui vient de Tatiana. Alors, je pourrais prendre en exemple Contre-Ciel et GPU derrière, en fait les points de départ sont différents. Moi, généralement, je vais plutôt m'occuper du côté cette idée est très bien, mais il faut quand même que ça existe derrière. Donc le côté un petit peu, il faut peut-être rationaliser tout ça. Et donc comment on transforme en fait ce high concept en théorie en quelque chose qui soit vraiment réalisable, qui puisse fonctionner déjà en matière de design, puis en matière de juste voilà, exister, qui soit développé ou construit, sachant que je dis pas ça en mode heureusement la tech je suis là, tout ça en fait Tatiana pourrait le faire, c'est juste en fait à deux ça va quand même un petit peu plus vite, donc c'est un peu comme ça qu'on se répartit le travail généralement. Peut-être à deux, que tu dis ça va plus vite. Je pense avec humilité aussi. Peut-être que l'échange aussi Oui bien sûr. permet d'avancer, de construire le projet définitif. Oui, oui, bien sûr. Il n'y a pas que une somme de compétences en fait qui fait que Voilà. voilà, je ne sais rien faire de ce qu'elle sait faire et vice versa. Et donc du coup, par contre, hop, mis en commun, ça fait un 100% et on est capable comme ça de faire un jeu. Non, c'est vraiment aussi le côté. Je cherche en même temps l'expression bidon, là, la somme des parties vaut plus que. Oui.
que pris indépendamment. Un truc avec une addition mais qui marche pas là, voilà. Ça fait très pep talk de McDo, mais je sais plus ce que c'est. Aucun de nous ne vaut tous. Ça c'est du McDo, mais je sais plus comment ça se traduit autrement. Mais bref, donc théoriquement non, c'est un duo effectivement qui va au-delà d'une somme de compétences. Mais voilà, pour être honnête, effectivement, la partie artistique vient vraiment beaucoup plus de Tatiana, c'est elle qui souhaite s'exprimer. Et donc je vais prendre en exemple, peut-être pour que ça soit peut-être un peu plus clair, les points de départ pour GPE et Contre-Ciel. Parfois ça vient de l'instinct. Contre-Ciel, c'est l'idée de base, Tatiana l'a eu en rentrant chez elle avec constamment un casque sur les oreilles, de toute façon elle vit avec de la musique dans la tête tout le temps. Et c'était une journée un peu nuageuse, il y avait beaucoup de vent, les nuages défilaient devant elle, et le temps a changé assez rapidement. Et ça lui a donné l'impression qu'en fait ça a évolué en fonction de la musique qu'elle écoutait. Donc du coup c'était un morceau, c'était du rock progressif, donc des morceaux très longs, etc., avec plusieurs phases. Et c'est un hasard, une coïncidence totale, mais effectivement la météo a changé plusieurs fois en accord avec ce qu'elle avait dans les oreilles. Et du coup ça lui a donné l'idée en fait d'avoir un jeu un peu... on est un peu démiurge en fait, un peu un être divin qui viendrait maîtriser la météo par la musique. Et du coup c'est ce qui a donné Contre-Ciel. Donc c'est une œuvre où on joue du piano, on peut ne pas savoir jouer réellement du piano, s'y connaître que dalle en théorie musicale, c'est pas grave. Les inputs qu'on donne sur l'instrument en fait sont récupérés sur un ordinateur qui derrière en fait génère une météo virtuelle. Donc ce que j'entends par météo, faut rester modeste, hein, c'est des nuages virtuels pour le coup, hein, c'est une technique qui permet de les faire évoluer. Un ciel qui va changer, des événements climatiques basiques comme de la pluie, du tonnerre, etc. Et au bout d'un certain temps, tout le ciel change complètement, puisqu'on passe de nuit, et en fonction, pareil, donc c'est des bases de théorie musicale, mais il y a une analyse qui est faite avec des probabilités, en fait. On essaie de deviner plus ou moins si le joueur a tenté de jouer, par exemple, majoritairement des notes qui viennent d'une gamme en particulier. On analyse la vélocité de ses touches, la répétition de certaines, etc. C'est pas juste mineur, majeur ou des choses comme ça va un petit peu plus loin. Et du coup, en fait, de tout ça, viennent influencer effectivement les visuels qu'on va avoir. Donc la tête du ciel. Possibilités d'installation. Selon le contexte d'exposition, vous allez la Oui. présenter différemment. Là, tous les clichés viennent du même endroit. Donc c'était, en fait, c'était une première de création pour une expo solo qu'a fait Tatiana au Shadok à Strasbourg en 2017, je crois. J'ai un petit doute, mais bref. Et donc on a exposé plusieurs en fait pièces là-bas. Mais Contre-Ciel a été faite en parallèle de l'expo. On l'a fait sur place. Et cette première expo avait eu lieu pendant, je sais plus, je crois que c'était 1 ou 2 semaines. À la base, c'est un festival plutôt axé cinéma et ils invitent en fait un artiste numérique en plus. Assez souvent de jeux vidéo, puisqu'ils ont aussi une compétition de jeux vidéo en parallèle de tout ça. Et donc la première version, c'était effectivement une toile de rétroprojection encadrée et donc suspendue avec un VP qu'on ne voyait pas en fait en théorie derrière, pour avoir vraiment cette idée que c'était une sorte de fenêtre un peu magique vers le ciel. Au dehors de ce bâtiment. Ça m'a fait penser au piano cocktail de Boris Vian, dans sa version météo, quoi, du coup. D'accord, ok. Et aussi lié finalement au liquide, sauf que il n'est pas à boire. Ah, c'est une œuvre qu'on a exposée aussi en bar, dans un bar, mais bon, je ne sais pas si le lien était vraiment voulu. Mais une autre expo, en fait, on l'a eu, effectivement, c'était assez... on a l'impression que le lieu était fait pour, puisque du coup, c'est un lieu qui est effectivement un bar. Enfin, ils brassent leur propre bière, etc. Mais à l'étage, c'est une salle de concert. Pour des artistes à Dijon, ouais. Et en fait, ils ont un puits de lumière, ils ont percé en fait du plafond de l'étage et on arrive jusqu'au rez-de-chaussée, on fait vraiment en plus une fenêtre comme ça rectangulaire. Et donc du coup, on a recouvert à l'étage avec une toile de proche pareil en fait. Et du coup, au premier et au rez-de-chaussée, on pouvait en fait si on s'alignait correctement en fait voir aussi ce ciel. Et en plus, comme c'est une salle de concert, il y a les artistes, les musiciens étaient venus jouer et effectivement, eux, ils ont cramé direct en fait les secrets derrière en fait. Ce dont on servait en fait comme paramètre en fait de jeu qui servait en fait à influencer la météo, eux ils ont été capables en fait de le comprendre. Ah ouais. Mais ça oui, bon, c'est pas non plus c'est pas de la théorie musicale extrêmement poussée, mais quelqu'un qui sait jouer un petit peu de piano en fait peut arriver à le deviner en testant. Les premières idées c'est vraiment de dire je pense entre majeur, mineur doit y avoir quelque chose, et puis ils se rendent compte qu'il n'y a pas que ça parce qu'ils ont pas forcément le même résultat en fait en testant les mêmes choses. Mais ce projet-là, si j'en parle, c'est plus un concept que je vais poser et puis peut-être passer à autre chose pour pas prendre trop de temps, mais c'est ce que Tatiana appelle des pierres de Rosette à explorer, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ce côté, on arrive devant quelque chose qui est mystérieux
et volontairement, on ne vous donne pas les codes pour pouvoir savoir en fait comment ça fonctionne. C'est à vous d'expérimenter en fait par vous-même, voir ce que vous arrivez à en comprendre ou pas, et c'est pas grave. On a très souvent en fait des enfants qui viennent s'amuser sur le clavier sans savoir jouer. GPU, c'est un peu ça aussi. GPU est sur la même base, et c'est pas les seuls non plus effectivement. La GPU, donc c'est Glitch Processing Unit, c'est un projet qui a été fait en fait à la base en Jam. Donc c'est des temps de conception très courts, on est sur 48 heures en fait pour produire un jeu, la plupart du temps, quand c'est des game jam en tout cas. Et du coup elle elle a fait une première version avec un autre, un ami à nous, qui a fait aussi des études en commun, qui est shader artist. Donc à la base il fait du développement informatique au sens large, mais sa spécialité c'est de développer des shaders. Donc c'est des bouts de code informatique qui permettent de traiter une image. Si vous ne voyez vraiment pas ce que c'est, dites-vous que vous ouvrez Photoshop et vous utilisez des filtres pour modifier une image. Des shaders font ça en fait, en gros ils interprètent, voilà. C'est une façon de se dire je prends tel pixel et je fais telle opération dessus, etc. Et on peut faire des milliards de choses en fait avec ça. Mais c'est assez technique. Et donc lui en fait il voulait en fait montrer un petit peu ses compétences dans le domaine, et donc Tatiana a proposé un concept en fait pour exploiter tout ça et en faire un jeu qu'on a repris parce que du coup c'était fait en Flash à l'époque, hein, donc c'est plus trop d'actualité, c'est un peu difficile de jouer à la version d'origine. Donc en fait on a retravaillé tous ensemble et on en a fait une version avec un moteur plus récent, donc le même que Contre-Ciel et la plupart de nos projets, donc Unity, concurrent d'Unreal. Et GPU, le principe c'est que le jeu n'aurait aucun intérêt si on avait un vrai contrôleur ergonomique, c'est-à-dire que si la tâche qu'on nous demande d'effectuer en tant que joueur dans le jeu, on l'expliquait au joueur et qu'on lui donnait un panneau de contrôle tout simple avec juste des boutons avec des valeurs dessus et puis une petite étiquette pour indiquer ce que ça change, etc., il n'y aurait pas de jeu au final. Là, tout l'intérêt du jeu en fait, et le fait même que le jeu existe, que ce soit vraiment un jeu et pas juste une expérience un peu bizarre, vient du fait que le contrôleur n'a aucun sens. On a des boutons qui sont appareillés, et encore pas tous. Sur la première version, c'était un truc beaucoup plus chaotique. Là, on en a fait une version un peu plus ordonnée quand même malgré tout et plus jolie. Mais l'idée, c'est vraiment, voilà, le contrôleur est bordélique, il n'y a aucun lien. D'un niveau à l'autre, en plus, les attributions des touches se font aléatoirement. Et le joueur, en fait, doit comprendre comment tout ça fonctionne. L'idée, en fait, n'est pas si compliquée que ça pour autant. Je ne sais pas si on le voit d'ici, en fait, mais on a deux images, ou plutôt la même image qui est dupliquée, qui vient du flux de la caméra en fait qui est au-dessus, donc les gens se voient en fait directement dessus. La première version c'était des images figées, mais on l'a fait évoluer. Et donc du coup l'idée c'est qu'on a un modèle à suivre, à reproduire en fait sur la partie droite, qui est généré aléatoirement. Donc les shaders qu'on utilise en fait on leur donne des attributs au pif, donc chaque partie va être unique, ou en tout cas un pool limité, mais assez grand de possibilités. Et à gauche, l'image est de base vierge, donc c'est vraiment juste le flux de la caméra. Le but, c'est justement de détruire cette image-là en activant les shaders. Et c'est pas juste j'appuie sur un bouton et ça marche. Il y a en plus des paliers, en fait, je sais plus de. Alors on avait réduit pour que ça soit moins compliqué, mais grosso modo, les boutons marchent par paire. Et du coup, un va augmenter la valeur, on va dire, d'un shader, l'autre va diminuer sur ce même shader, et il y a 8 shaders maximum en fait, qui sont disponibles en fait, dans le projet, encore une fois associés au pif au niveau des boutons. Donc il faut trouver en fait, lesquels fonctionnent, lesquels ne marchent pas, arriver à les retenir, et ensuite arriver à jongler avec tous les paramètres qu'on a à disposition pour reproduire l'image. Même dit comme ça paraît peut-être un peu plus compliqué que finalement ce que je laissais entendre au départ, mais tout ça est rendu vraiment... ce qui en fait un puzzle, en fait, quelque chose, une énigme en fait, à résoudre, c'est le fait qu'il n'y ait aucune indication. Si on mettait des petites étiquettes et que tout était figé, il n'y avait pas d'aléatoire, on aurait un dispositif pour faire une tâche un peu débile, mais qui serait beaucoup plus de l'ordre du travail, et on aurait un dispositif pour nous permettre de le faire facilement. Ça, ce serait pas intéressant. Donc là, le jeu naît du fait qu'on va à l'encontre d'un dispositif classique d'un contrôleur de jeux vidéo, comme on a l'habitude de faire, et on ne joue pas avec une manette ou un clavier et une souris. Là, on vient, c'est même au-delà du détournement, là, on vient créer notre propre dispositif pour générer du jeu par la partie tangible, par la partie physique. Là où ce qu'on apprend essentiellement à un game designer à faire, c'est créer des challenges, des situations de jeu, des règles qui sont intéressantes dans la partie numérique. L'injonction classique du jeu vidéo, c'est le joueur doit s'immerger dans la partie virtuelle qui est de l'autre côté de l'écran, il doit plonger dedans. Donc ce qu'on a entre les mains, on doit l'oublier. On doit se dire, tant pis, j'appuie sur des boutons, mais mes mains parlent pour moi, etc. On n'a pas de réflexion, il n'y a rien qui se passe vraiment plus que ça, en fait, au niveau physique, enfin rarement en tout cas. Et voilà, tout le travail de Tatiana, et je prendrai peut-être d'autres exemples plus tard, mais là je pense que c'est déjà assez, c'est justement de travailler cette question du contrôleur, qu'on dit contrôleur alternatif, parce que c'est une alternative à la norme habituelle où finalement, sans refaire toute l'histoire du jeu vidéo, les grands constructeurs de machines ont fini par tous se mettre d'accord, plus ou moins, pour avoir des manettes assez similaires. Maintenant, on a les mêmes boutons placés au même endroit, qu'on utilise de la même façon. Ça n'a pas toujours été le cas, à part quelques expérimentations par Nintendo par-ci par-là, et encore, on en arrive à des modèles vraiment très très standards de manettes. Et c'est voulu, c'est plus pratique pour les joueurs, ils capitalisent sur leur apprentissage, etc. Et il y a tout un monde à découvrir au-delà de ça, en marge de ça plutôt.
en parallèle, tout ce qui va être justement contrôleurs qu'on va construire spécifiquement pour des jeux ou qui vont pouvoir nous permettre de redécouvrir un jeu existant, d'y jouer d'une façon différente, encore une fois en s'appuyant sur la partie physique. Et là, c'est le lien parfait avec la première étape de la résidence et tout le workshop que vous avez mené avec le lycée et qui s'est terminé, dont la dernière séance est Oui. Alors après, il y a encore du travail, mais des ateliers, c'est pas la première année qu'on en fait, non seulement avec Siana, mais aussi avec d'autres assos en fait sur la région parisienne essentiellement, où effectivement on va à la rencontre en fait de collégiens souvent. Alors ça a été fait une fois avec des primaires, mais là c'est vrai que c'est très jeune, et parfois un petit peu de tous âges, des lycéens ou même parfois des adultes, bref, le scope est un peu différent, où du coup c'est des ateliers qui ont plusieurs formats, mais ça peut aller on a 1 ou 2 heures en fait avec eux, et on leur explique en fait comment construire leur propre manette finalement de jeu. Donc c'est le matériel dont je parlais d'arcade tout à l'heure. Comme c'est vraiment juste des trucs qu'on bricole, finalement on leur offre la possibilité de créer en fait leur dispositif comme ils veulent pour jouer à des jeux simples. On peut reprendre un Pac-Man ou un Pong ou autre. C'est pas très compliqué, c'est plutôt leur montrer que finalement derrière la technologie elle est pas si. Ça reste une boîte noire en fait sur certains points, mais il faut pas qu'ils aient peur d'ouvrir le truc et de voir un peu comment ça fonctionne, ou de se dire qu'ils peuvent eux-mêmes en fait voir au moins le principe. Et ça va du coup de petits ateliers où on fait ça pendant quelques heures à répartis sur plusieurs semaines, notamment avec des collégiens, des parties où on va construire même un jeu avec eux. Alors ils font pas le développement la plupart du temps, effectivement on s'en charge, mais on va designer un jeu avec eux avec cette optique de se dire derrière on veut un jeu qui va se jouer avec une manette particulière, vous avez aussi construit. Donc on emploie parfois le terme de manette, mais plus généralement de contrôleur, donc ça peut être tout n'importe quoi. Ça on a eu l'occasion de le faire. Et en particulier donc, cette année avec le lycée Brassens, c'est des étudiants du coup en art appliqué. Alors j'oublie à chaque fois le nom exact de leur formation, mais on va dire art appliqué. Moi j'ai fait un bac S, c'est tout ce que je me rappelle, les autres acronymes maintenant je sais plus. Où du coup c'est la première fois qu'effectivement on a des étudiants qui ont, alors ils ne sont pas professionnels encore pour l'instant, mais ils ont vraiment un set de compétences assez intéressant à exploiter. Et donc du coup c'était assez fructueux. Là ce qu'on leur proposait de faire c'est s'appuyer sur un jeu qu'on développe nous. Donc c'est un peu, on leur donne la possibilité de participer à ça, mais pas tant encore une fois pour le développement de la partie numérique. Là en fait l'idée c'est de faire un jeu qui va être disponible pour tout le monde, tout en restant un jeu à contrôleur alternatif. Je m'explique en quoi ça paraîtrait un peu bizarre comme démarche. C'est typiquement le genre de domaine dans lequel il faut quand même un peu de notion en électronique. Il faut au moins quelqu'un qui nous explique les choses, ou alors il faut soi-même en fait vouloir aller acheter du matos sur Amazon, faire des soudures, faire du bricolage, voire pire, apprendre à se servir de technologies comme Arduino. Donc des cartes électroniques qu'on peut programmer, etc. Tout ça, c'est un gap assez monstrueux. Donc même si on est motivé, qu'on suit des tutos sur Internet pour nous apprendre tout ça, il y a quand même un gap avant de pouvoir vraiment en fait, jouer avec ses propres dispositifs. Là, l'idée en fait, de notre projet sur lequel on travaille actuellement, et qui s'inscrit en fait dans le travail de thèse que fait Tatiana, qui est maintenant doctorante, et du coup, c'est de proposer un projet où des gens de différents profils vont pouvoir en fait le récupérer sur Itch gratuitement, et vont pouvoir en fait déterminer en fonction du matériel qu'ils ont chez eux quel contrôleur ils vont pouvoir construire en fait. Donc s'ils ont vraiment juste une manette classique, c'est des tutos en fait qui sont intégrés dans le jeu qui présentent des façons en fait de détourner ça pour pouvoir jouer à des jeux après derrière que l'on crée nous en fait au fur et à mesure. Mais voilà, si c'est des personnes qui veulent être motivées par un peu plus de bricolage, et du coup ils peuvent aller au-delà de ça. Et au final le contrôleur qu'ils créent, c'est eux qui vont vraiment quand même le créer. Il y a une base qui vont rester de l'ordre de la boîte noire où on est bien obligé de s'appuyer sur certains dispositifs, mais on essaie de faire ça vraiment le plus simple possible. Certains des jeux marchent avec clavier, souris, de façon un petit peu bizarre parfois, mais on reste sur des dispositifs que tout le monde peut avoir, ou des micros, des webcams, ce genre de choses. Et derrière, c'est aux gens en fait de choisir ce qu'ils peuvent se permettre en fait d'exploiter, le niveau d'implication qu'ils veulent avoir dedans, et voir en fait ce qu'ils peuvent arriver à produire. Et donc là, c'est un peu une expérience qu'on fait avec les élèves en art appliqué. Eux, évidemment, là, ça s'inscrivait sur plusieurs heures. C'est des étudiants qui sont capables en fait vraiment de construire des choses. Donc là, voilà, on a le jeu le plus barré qu'on ait pour l'instant en fait dedans, c'est un jeu où on est une vache dans le cosmos et on doit reconstruire la Voie lactée. Donc voilà, des fois le point de départ c'est un jeu de mots de merde, mais ça arrive, et donc du coup on dirige la vache en se servant de ses pies pour projeter du lait qui va nous déplacer dans la Voie lactée, et en même temps si on le projette sur des planètes, ça les fait fondre, et du coup ça permet en fait de reconstruire en fait un petit peu tout ça.
ne me demandez pas pourquoi. C'est comme ça qu'on se déplace dans l'espace. Jusqu'à preuve du contraire, moi j'y suis pas allé, c'est paraît tout à fait crédible. Et la création de l'univers, c'est une théorie comme une autre, un œuf cosmique ou ça, je vois pas pourquoi. Donc une vache cosmique, voilà. Et de ce pitch-là, où il faut arriver à en faire quelque chose, les élèves ont pris très sérieusement, hein, donc ils avaient comme contrainte d'utiliser que du carton, en déco que du scotch de couleur bleue, je sais pas pourquoi, mais bref, et ils devaient en fait construire quelque chose. Les parties plus effectivement électroniques, etc. leur étaient fournies, mais ils devaient rester sur quelque chose de très simple. Et donc là, ils ont une vache à taille réelle, quasi. Donc pourquoi pas. Le premier prototype était très Minecraft, hein, donc très très cubique, etc. Mais ça marchait déjà. Et là, ils l'ont refacetté en fait pour que ça soit un petit peu plus un peu plus joli. C'était déjà joli de base, mais voilà, ils le refont. Donc ils ont toute cette démarche qui s'inscrit en fait dans leur cours en fait de base. Mais là, appliqué en fait, où ils sont partie prenante en fait de ce truc-là, c'est vraiment leur contrôleur qu'ils ont créé, et la façon de jouer va peut-être être un peu. Alors c'est peut-être pas le meilleur exemple parce que là c'est un peu dirigiste comme façon de jouer. On va forcément en fait effectivement avoir des pics, on va traire, dans lequel tout simplement on cache des boutons en fait dedans. La techno encore une fois elle est très simple, mais on va vraiment devoir jouer Heidi là qui vient traire sa vache, et quand elle est stressée, lui tapoter les fesses pour la rassurer, et on doit en fait faire quelque chose après effectivement dans le jeu. Mais il y a d'autres exemples, notamment un cheval qu'on doit guider en fait avec une manette cachée qu'on tire en fait avec des rênes, et là pareil, en fonction de comment on construit le dispositif, le système en fait peut s'adapter pour que la partie vraiment technique en fait puisse fonctionner, quelle que soit en fait la nature réellement du contrôleur qu'ils ont fait. Donc pareil, ils sont partis sur un plus en mode piñata, pourquoi pas, et d'autres vraiment un truc plus un poil plus réaliste, et après ils ont fini par changer, mais on a vraiment des jeux un petit peu bizarres. On utilise des claviers en fait placés sur les bras avec des tendeurs qui viennent appuyer sur certaines touches pour avoir des mouvements en fait d'ailes. Et on a un jeu de drague d'oiseaux, enfin de parade nuptiale, c'est plus classe de dire ça comme ça, où un oiseau doit se dire d'hôte en fait en dansant, en agitant ses ailes. Donc voilà, donc ce genre de truc qu'on construit là en atelier avec les élèves cette année, où c'est effectivement un peu plus poussé que ce qu'on faisait habituellement avec les collégiens et les lycéens précédemment. Voilà, donc ça c'est la partie atelier. Après pour la résidence en fait, alors je vais pas pouvoir en dire beaucoup parce que là on n'est pas dans la phase où ça a été rationalisé, là où je peux commencer à coder des trucs. Donc là pour l'instant moi je vais pas avoir grand chose à en dire. On est lauréat, enfin Tatiana est lauréat en fait de la Villa Albertine pour l'année 2023, donc elle fait partie des personnes qui vont pouvoir partir aux États-Unis en résidence. Alors je sais pas quel est le terme, moi j'appelle ça une résidence d'inspiration, parce qu'en fait on n'est pas censé créer quoi que ce soit là-bas. Donc voilà, l'idée c'est, ils financent en fait un voyage sur place avec, c'était une sélection avec un dossier et un début de précis. Et donc du coup pour Tatiana, on va sillonner en fait une partie du sud-ouest américain, avec deux objectifs. L'un, c'est du coup étudier un petit peu tout ce qui est perturbation des comment dire. C'est très lié à l'immersion en fait, le fait de perturber les sens en fait des gens. Donc du coup, très concrètement, on va étudier le psychédélisme en fait là-bas. À la base, c'était prévu qu'on rencontre peut-être même aussi des Amérindiens ou des choses comme ça pour. Mais je suis pas sûr qu'on ira prendre de la drogue bizarre là-bas. Oui, mais bon, ça nous avait été encouragé par les gens de la villa, mais on verra. l'Institut. C'était non, mais autant y aller, donc autant tester. Non, mais des interviews d'artistes psychés, ça sera déjà très intéressant, je pense. Et notamment ceux qui ont aussi produit des œuvres interactives. Parce que l'autre pendant qu'on va essayer d'étudier, c'est, pour l'instant ça paraît très culture américaine, mais ils ont pas mal de lieux en fait d'art entertainment, notamment des sites qui s'appellent MeWolf. Il y en a 3 je crois si je ne dis pas bêtise dans le sud-ouest des États-Unis, où ce sont des œuvres pas forcément interactives d'ailleurs, mais qui doivent être vécues par les spectateurs acteurs en fait qui viennent dedans expérimenter tout ça. Et du coup c'est intéressant, mais c'est pas le genre de choses qu'on a forcément en fait en France pour l'instant. Et du coup on va étudier le fait de voir en fait ce genre de mode de distribution artistique, ce qui est fait en fait là-dedans, notamment parce que pas mal d'artistes psychédéliques en fait du coin ont aussi participé à la création de ce genre de lieux et d'œuvres qui sont là-bas. Donc on va aller visiter tout ça et interviewer en fait un certain nombre d'artistes sur place. Il y a aussi un pendant plus académique, on va faire le tour de certaines facs américaines dans lesquelles on a des contacts, puisque c'est aussi un lieu où on vient étudier dans le cadre d'études des interfaces aux machines en fait en sciences de l'infocom, on vient étudier justement la question des contrôleurs d'une façon plus générale. Donc il y a pas mal aussi en fait d'universitaires là-bas qui finalement travaillent dans le même domaine que Tatiana. Voilà, donc ça va être pas mal de temps d'échange en fait là-bas. Et l'idée de départ, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, l'idée de départ c'était faire une sorte de parallèle entre la transe que tu peux avoir en jouant à un jeu vidéo
En tout cas, c'est comme ça que moi je le traduis. Et la transe que tu trouves dans le psychédélique et effectivement l'absorption de certaines substances, mais pas que, aussi quand tu vois des formes psychédéliques, ça peut te plonger aussi dans une forme de transe, donc ces idées de transe. L'altération de l'état de conscience, oui. Voilà. Dans le jeu vidéo, en fait, ça se résume à un concept en fait, qu'on reprend à tort et à travers, en fait, qui est l'état de flow, qui a été défini par un psychologue tchèque, d'origine tchèque, mais qui vit aux États-Unis. Mihaly Csikszentmihalyi, voilà, je crois que c'est ça. Je ne saurais pas l'écrire, mais c'est pas grave. Et du coup, c'est juste qu'on reprend beaucoup de choses dans le jeu vidéo qui vient d'autres domaines et on s'en sert. Donc du coup, on vient un peu piquer à tous les râteliers. Et ce qu'on a pris en fait de l'œuvre de ce scientifique, c'est un concept en fait d'immersion parfaite. On le traduit parfois un peu comme ça en français, où quelqu'un qui est totalement immergé dans sa tâche va être tellement concentré dedans qu'il perd la notion du temps. Il a du coup une perception à la fois très focus sur certaines choses, mais un peu comme des œillères en fait. Au final, on ignore totalement à côté tout un tas de trucs. Et c'est perçu comme très positif en fait dans le jeu. Ça veut dire que là, si on arrive à immerger suffisamment un joueur pour qu'il soit en état de flow, c'est qu'on a un équilibre parfait entre la difficulté, du coup ce qu'on demande aux joueurs de faire, là où on le met à l'épreuve. Et si on arrive très bien à faire ça, c'est chouette parce que du coup, si il n'y a pas assez de difficultés, si un joueur en fait finalement n'est pas assez challengé sur ses compétences, il va finir par s'ennuyer. Si au contraire la difficulté est trop élevée, il va tomber plutôt dans la frustration. Et ces concepts-là en fait s'appliquent totalement aux jeux vidéo. On a l'impression que ce truc a été fait aussi pour ça. Et ça, c'est généralement enseigné dans les écoles de jeux vidéo avec cette optique de, dans la partie numérique, il faut pousser à ça. Mais on oublie complètement en fait le côté on part même du postulat inverse que pour faciliter l'immersion dans le numérique, on doit au maximum, ce que je disais tout à l'heure, oublier la manette, oublier en fait la partie, on doit oublier notre corps en fait, on doit oublier ce qu'on a entre les mains, etc. Pour autant, est-ce qu'il n'y a pas moyen de travailler en fait justement cette partie-là plutôt que de la laisser de côté pour faciliter ça ou avoir une autre forme de, alors peut-être pas une autre forme de flow, faut pas exagérer, mais une autre forme d'immersion. D'accord. Et alors, du coup, c'est vrai que si on regarde un peu. Si on regarde vous deux, on se dit que les deux résidences actuelles à Siena, on est dans des champs très, très vastes. Et je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir vraiment cette ouverture. Et je peux d'autant plus le dire que c'est pas moi qui suis à l'initiative de ces résidences. Donc je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça permet vraiment d'envisager toute une palette, une gamme. Moi, je suis assez heureux de voir les gens du jeu vidéo en fait pris dans les réseaux artistiques. Donc, pendant très longtemps, en fait, il y a une nature un peu, on va dire, de classification déjà au sein des arts visuels, des arts plastiques. Ouais. Et d'année en année, je trouve que justement, les murs tombent et de plus en plus, les expositions en fait intègrent du jeu vidéo comme une œuvre d'art numérique, lambda en fait, et je trouve ça très bien. D'autant plus ces recherches de contrôleurs alternatifs qui sont en fait des recherches conceptuelles liées à l'interaction. Donc c'est tout à fait bienvenu en fait. C'est marrant, c'est que c'est soit étudié dans des labos qui restent secrets et puis on n'entend jamais parler, soit exposé dans des lieux artistiques. Il n'y a pas vraiment en fait d'appropriation par contre de ça finalement dans des lieux axés jeux vidéo. Il y en a très peu. Évidemment, même des salles d'arcade font très peu usage en fait de. On n'a jamais été contacté par exemple par une salle d'arcade à Paris qui voudrait en fait exposer nos œuvres. C'est ce que vous allez monter suite à la résidence. Et on va le faire nous-mêmes, exactement. Voilà. Je pensais que le plan était plus subtil que ça, mais non, c'est exactement ça. Parce que, vous avez des questions, des remarques, des interrogations. Il y a eu beaucoup de choses de dites. Ah bah oui, et vous êtes hyper bavard. Non. Si. Moi j'ai vu les maquettes de la vache tout à l'heure, Léa m'a montré. Oui. Et je veux vraiment tester ça quand ce sera finalisé. Ça marche. Je veux voir effectivement, je m'avais tapoté celle de la vache pour la calmer. Ouais, vraiment, je trouve que c'est à faire. Oui. Non mais les élèves ont fait vraiment un travail assez exceptionnel et puis c'était il y a une implication des enseignants en fait dans ces ateliers qui est souvent très très chouette et là du coup pour eux en fait ça fait partie de leur travail, c'est parfait, ils se forcent pas du tout et non les élèves étaient très réceptifs et j'étais même étonné de voir en fait fallait pas que je le dise trop fort parce que du coup ça allait un peu à l'encontre, c'est la première fois que je vois des étudiants qui m'ont dit c'est vraiment un prototype donc derrière faut le jeter, on apprend juste des choses et puis on passe à la suite, etc. Littéralement ça fait partie de mon travail d'apprendre tout ce qui est cycle itératif à des étudiants en jeux vidéo mais aussi dans d'autres domaines.
Et bon, moi-même, je le fais pas. Mes étudiants le font pas habituellement. On est dans le truc, on n'a pas le temps. Donc on garde toujours certaines parties, etc. Là, eux, non, ils sont vraiment dans le truc du on a fait tout notre travail de recherche de matière, etc. Et puis, une fois que c'est fait, on repart de zéro, on reprend le truc, etc. Donc, non, c'était vraiment très chouette comme expérience d'avoir ces étudiants-là. Et j'espère qu'eux sont satisfaits aussi et sont contents de leurs travaux. C'est pas tout à fait fini, mais je pense qu'en janvier, ça devrait être bon. Et, ils font une journée porte ouverte en février, normalement. Une première fois, et puis après, peut-être à Lieu-Saint, si c'est possible. Ouais. Si la vache arrive à être déplacée. Merci. Merci beaucoup à tous les deux.